Je vous ai déjà parlé de 2 films de super-héros aux productions catastrophiques, mais bon, c'était des projets qui n'ont pas abouti, et c'était chez DC Comics. Aujourd'hui, DC Comics, tout le monde s'en fout. Cette fois, je vais vous parler d'un film avec une production aussi compliquée, mais cette fois, le film est sorti en salle, et c'était chez Marvel. Bon alors, pour bien démarrer l'histoire, il va falloir que je vous parle de Marvel Comics et de la Fox. Je vous rassure, on va faire ça vite. Marvel Comics, après avoir lancé des séries qui ont fait leur succès comme Namor le Submariner, La Torche Humaine ou encore Captain America, commence à galérer une fois le contexte de la guerre terminé. Les années 50 sont sous le règne de DC Comics, et en 1960 il semblerait que ça va perdurer grâce au lancement de la Justice League. Car le public aime voir des super-héros bosser ensemble. Ce que Marvel comprend bien car ils ont inventé le délire avec Human Torch versus Submariner. Donc là, chez Marvel, ça commence un peu à paniquer, mais Stan Lee, que je ne présente pas, décide de s'associer à Jack Kirby, que je ne présente pas non plus, pour créer une nouvelle équipe de super-héros. Mais bon, il y a un petit problème. Comment on crée la hype sur une équipe de super-héros avec des héros que personne connaît? Alors ils trouvent leur solution dans le mot préféré de Dominique Toretto. C'est ma famille. Lee et Kirby inventent donc la famille des 4 Fantastiques, en se disant que c'est ce qui pourrait parler le plus au public. Et pour l'origine de leur histoire, ils décident de piocher dans l'événement de la décennie, la course à l'espace. C'est donc à cause de radiations cosmiques que les membres de l'équipe écopent de pouvoir. Reed Richards devient élastique et prend le nom de Mr. Fantastic. Jane ou Susan Storm peut devenir invisible et créer des champs de force. On lui colle donc le nom le plus imaginatif de la période avec la femme invisible. Son frère, Johnny Storm, peut s'enflammer comme le premier héros Marvel et reprend donc son nom, la Torche Humaine. Et enfin, Ben Grimm, lui devient un immense tas de cailloux de manière irréversible avec une force extraordinaire et se fait surnommer la Chose. Bon, voilà les petits détails de la création de l'équipe. La série de comics est un succès, les gens kiffent, Marvel aussi, bref, tout le monde trouve son compte. Mais dans les années 90, Marvel tombe en crise économique. Ils sont à 2 doigts de mettre la clé sous la porte, et pour éviter ça, ils élaborent une stratégie. Ils se sont rendus compte que le dessin animé X-Men est un petit succès, donc ils se rapprochent des studios de cinéma pour vendre les droits de certaines licences et en faire des films à gros budget. Ils commencent par vendre X-Men, comme ça cartonne, à 20th Century Fox, avec Daredevil et les 4 Fantastiques, mais aussi Hulk à Universal, Iron Man à Paramount et Spider-Man à Sony. Bon, il y en a d'autres, vous vous en doutez, mais je vais pas tous vous les faire. En 2000, les X-Men cartonnent, en 2002, Spider-Man explose tout, en 2003, Daredevil est un petit peu plus lancé, mais X-Men 2, sorti la même année, lui, est un succès. Et en 2004, Spider-Man 2 montre à tout le monde qui est le patron et confirme en même temps que le genre de super-héros est l'avenir du cinéma. C'est donc normal qu'un film sur les 4 Fantastiques soit mis en chantier, il finit par sortir le 20 juillet 2005. Le film, sans être un phénomène, marche plutôt bien, notamment grâce à un casting convaincant, un humour léger et agréable, et des effets spéciaux plutôt réussis. Oh yeah, man. A few days in space. It'll be great. What's the worst that could happen? J'ai dit plutôt. Le box-office est donc plus que correct. C'est donc normal qu'une suite soit mise directement en chantier. C'est donc en 2007 que sort Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, qui a bien fait monter la hype chez les fans de comics quand même, grâce au Surfeur d'Argent et à Galactus. Mais malheureusement la sauce ne prend pas, le film fait autant de recettes que le premier mais a un budget supérieur, les critiques sont pas très bonnes et les fans de comics sont déçus de Galactus. Alors, même si le film possède une scène post-générique qui pourrait annoncer un 3ème film, il ne sera jamais mis en route. Sauf que voilà, si la Fox ne lance pas la production d'un film Les 4 Fantastiques dans les 7 ans qui suivent le dernier, ils perdent les droits de la licence.
C'est donc en 2012 que le prochain film des 4 Fantastiques est annoncé, et il est présenté comme un futur reboot pour faire une histoire plus dans l'air du temps et ainsi redonner une jeunesse à la plus vieille famille des comics. La Fox embauche Josh Trank, un réalisateur de 28 ans, qui vient de se faire remarquer en sortant le très bon Chronicle la même année et commence donc à faire passer des castings. Et c'est là que les problèmes commencent. En début d'année 2014, le casting officiel est annoncé. Miles Teller sera Reed, la femme invisible sera incarnée par Kate Mara, Jamie Bell lui sera la chose, et Johnny Storm sera Michael B. Jordan. La polémique sur la couleur de peau de Michael B. Jordan fait débat un peu partout, entre ceux qui s'en fichent, ceux qui ont du mal à accepter le fait que normalement Sue et Johnny soient frères et sœurs, donc là on a 2 couleurs de peau différentes, ceux qui ont du mal avec l'ethnie qui change d'un personnage, et ceux qui sont juste racistes. Tout le monde a son mot à dire. Le réalisateur parle plusieurs fois du méchant qui doit être Fatalis, incarné par Toby Kebbell, mais elle décrit comme un personnage qui n'a rien à voir avec le Fatalis des comics, ce qui met un petit peu en colère les fans, étant donné que déjà la version de 2005 de Fatalis collait pas spécialement avec la version comics. Le film commence son tournage dans la foulée, car il vise une sortie pour l'été 2015, et le tournage tourne au cauchemar. Josh Trank supporte mal la pression de s'occuper d'un film aussi important, il s'entend mal avec les acteurs, il manque de se battre plusieurs fois avec Miles Teller. Kate Mara parlera plus tard de la misogynie du réalisateur en son encontre, car il se comportait de manière cruelle envers elle et uniquement envers elle. Plus tard, il avouera qu'il était vraiment au bout du rouleau, il avouera même qu'il dormait avec un flingue sur sa table de chevet. Rendez-vous compte, un flingue! Et comme le projet n'avance plus beaucoup et que le réalisateur et le studio sont régulièrement en conflit, un second réalisateur, Stephen Rifkin, est embauché pour tourner quelques scènes du film, ce qui conduira Trank à péter un câble et à pseudo quitter le projet. Certaines scènes ont donc été tournées ou retournées quelques semaines avant la sortie du film, ce qui laisse des faux raccords partout. Quant au film, on tombe sur une espèce de film Frankenstein rafistolé avec plusieurs identités, notamment entre la première et la deuxième partie. Évidemment, le film se fait écraser par les critiques, le box-office est catastrophique et les suites sont annulées. Après, il est tout à fait possible que la Fox ait mis énormément de pression sur le dos de Josh Trank, étant donné que quand il a été embauché en 2012, les films de super-héros, c'était ça. Et quand le tournage a commencé en 2014, c'était cela. Est-ce que tu me réserves pour la journée, New York? Nous sommes en direct à bord de l'hélicoptère de New York One. Un fourgon d'Oscorp transportant du plutonium a été détourné. Nous assistons à une course-poursuite avec la police. Allez, c'est parti, au boulot! I'd save
treasure and then again I would spend them with you. Josh Trank, qui devait plus tard réaliser un film Star Wars, est parti du projet et se lance dans la production de Fonzo, un film sur Al Capone avec Tom Hardy, qui sera lui aussi un échec. Le casting principal lui arrivera plutôt bien à retomber sur ses pattes. On a pu retrouver Miles Teller dans War Dogs ou encore aux côtés de Tom Cruise dans Top Gun Maverick. Kate Mara, elle, a pu être vue dans Seul sur Mars ou encore récemment dans Black Mirror. Mais Les 4 Fantastiques n'a pas été qu'un drame pour elle, car elle y a trouvé son futur mari, dans son collègue Jamie Bell, qui lui a joué dans le biopic sur Elton John, Rocketman, et enfin celui qui a fait beaucoup plus parler de lui, Michael B. Jordan, qui au final a vu son succès augmenter et est devenu la tête de licence du spin-off de Rocky sur Creed, a joué même le méchant principal d'un autre film Marvel avec Killmonger dans Black Panther, et a bien sûr joué dans d'autres projets, bref, une grosse rosta. Si vous voulez mon avis personnel, moi j'aime bien le film, surtout la première partie, parce que je la trouve bien écrite, le ton est plus sérieux aussi, et je trouve que ça change. D'ailleurs, la première bande-annonce était totalement dans le même style, elle m'avait hypé comme jamais, je vous la mets dans la description. Alors que la deuxième partie du film, c'est juste une succession d'actions, une bouillie numérique dégueulasse, et une fin complètement éclatée. Donc, en fait, c'est surtout un gâchis, je trouve, plus qu'un mauvais film. Maintenant, la 20th Century Fox a été rachetée par Disney en 2019, ce qui fait que Marvel Studios a récupéré les droits des Fantastiques. On a pu avoir un caméo d'ailleurs de Mr. Fantastic dans Doctor Strange 2, incarné par John Krasinski, et un nouveau film est en développement avec une sortie prévue en 2025 pour l'instant, dans l'univers du MCU, avec un casting encore totalement inconnu, mais personnellement j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Car après tout, les 4 Fantastiques ont sauvé Marvel Comics, et si cette fois Marvel Studios les sauvait eux, est-ce que ce serait pas fantastique ?